de l'Elseneur par Jack London. Chapitre 13. Nous sommes en route depuis 2 semaines et nous voguons maintenant sur une mer apaisée, sous un ciel où s'égrènent à peine quelques nuages blancs. Nous filons paisiblement, à 8 milles à l'heure, poussés par une jolie brise de l'Est. Le capitaine West nous dit être à peu près certain que ce vent délicieux est le début de l'alisée du nord-est. J'ai appris également que l'Elseneur, afin de ne pas être rejeté vers la côte brésilienne et le cap Saint-Roch, doit s'écarter sensiblement de son trajet normal et infléchir sa route en direction de l'Afrique. Il arrive parfois, au cours de l'itinéraire, qui comme à nous s'impose à tous les voiliers, que soient relevées les îles du Cap-Vert. Il n'est pas surprenant dans ces conditions que la traversée de Baltimore à Seattle soit estimée à 18 000 milles. Ce matin, en montant sur le pont, j'ai trouvé à la barre Tony le Grec, le suicidé manqué. Il m'a paru revenu à des idées plus saines et, pour répondre à mon bonjour, a très poliment soulevé son béret. Les blessés sont en bonne voie de guérison, à l'exception du duo Charles Davis O'Sullivan. O'Sullivan est toujours amarré à sa couchette et M. Pike a ordonné à Charles Davis de prendre soin de lui. Résultat, on voit Charles Davis circuler constamment sur le pont, allant chercher à la cuisine de l'équipage la nourriture et l'eau destinées à l'Irlandais. Bien entendu, il fait part de ses plaintes à tous les hommes qu'il rencontre. Wada m'a raconté un fait bien étrange. Lui, le steward et les 2 ouvriers voiliers japonais se réunissent chaque soir, paraît-il, dans la cabine de notre cuisinier. Ils se retrouvent là cordialement, en bons asiatiques, et chacun rapporte ce qu'il a glané comme potin au cours de la journée. Les jaunes, m'a-t-il paru, sont fort bien renseignés et Wada me transmet fidèlement tout ce qu'il a appris d'intéressant dans la conversation. Un fait complètement anormal est le comportement de M. Meller. Wada et ses partenaires ont longuement tenu conseil à ce sujet et ont porté un jugement sévère sur l'attitude du 2e lieutenant, dont l'intimité avec les 3 gibiers de potence du poste d'avant, Nosey Murphy, Bert Rhine et Kid Twist, est inexplicable et scandaleuse. J'objectai à Wada que M. Meller était, en apparence tout au moins, peu suspect d'une pareille collusion, qu'il était dur et grossier avec tous les matelots, qu'il s'estimait appartenir à un monde supérieur et les traitait comme des chiens. « Tu le sais aussi bien que moi, ajoutai-je. « D'accord, me dit Wada, lui être, comme vous dites, avec tous les autres hommes, mais avec ces 3 mauvais garnements, faire tout à fait camarade. Ça, mauvais. Beaucoup d'ennuis arrivaient un jour pour le bateau, et pour nous tous. » Je n'avais aucune raison de suspecter la sincérité de Wada, et je poussai plus loin l'interrogatoire. Je sus ainsi que les 3 bandits en question s'étaient érigés en maîtres au poste d'avant, qu'ils y avaient en commun établi un régime de terreur. Ils y faisaient la loi, et tous les autres hommes, réduits à l'état d'esclaves tremblants, devaient plier sous leur volonté. Un exemple entre tous, Bert Rhine, aurait, au cours de la dernière nuit, réveillé soudain l'Italien Guido Bombini, avec ordre de se lever sur-le-champ et d'aller lui chercher un verre d'eau à la cuisine, car il avait soif. Et Guido Bombini avait obéi. Isaac Chance a plié comme les autres, mais comme on le craint un peu, il est, en apparence tout au moins, traité avec plus d'égard. Hermann Luckenheimer, un gros lourdeau d'allemand qui a bon caractère mais l'esprit peu dégourdi, a reçu une sévère correction pour s'être refusé à laver le linge sale de Nosey Murphy. Les 2 quartiers-maîtres vivent dans une crainte perpétuelle pour leur propre vie, en face de ceux qu'ils sont en principe chargés de commander. Bien plus, la clique redoutable s'est augmentée tout récemment de Steve Roberts, l'ancien toucheur de bœufs, et d'Arthur Deacon, l'homme qui pratiquait sur le continent la traite des blanches. Tous 2 ont été admis en son sein. Je suis le seul, à l'arrière, qui possède ces renseignements confidentiels, et j'avoue ne pas trop savoir ce que je dois faire. Si je les communique à M. Pike, je serai rembarré de nouveau et prié de m'occuper de mes affaires. En parler à M. Meller est hors de question. Quant au capitaine West, il ne s'occupe pas de l'équipage, et Miss West, si je lui fais mes confidences, me répondra par un éclat de rire. C'est couru. Je sais d'ailleurs que sur un bateau, tout équipage a son groupe de caïds qui le fait, dans la coulisse, marcher au doigt et à l'œil. Entre les matelots, c'est une affaire privée. Du moment que le travail s'accomplit normalement, les gradés n'ont pas à fourrer le nez dans ses dessous. N'importe.
tout ce qui se manigance au poste d'avant, toute cette tyrannie secrète exercée par des individus de sac et de corde m'inquiète malgré moi. Wada, j'oubliais de dire, m'a appris également que ces meneurs ont inscrit au nombre de leurs privilèges celui de se distribuer, les premiers, le bœuf salé des gamelles. Les meilleurs morceaux, cela va de soi, sont pour eux. Les autres mangent ce dont ils n'ont pas voulu. Je dois à la vérité d'ajouter que la nourriture est abondante et variée. Personne n'a l'estomac vide. Un tonneau de bons biscuits de mer est toujours ouvert. Louis cuit, à l'usage de l'équipage, du gros pain frais, 3 fois par semaine. L'eau douce est à discrétion. Force m'est bien de reconnaître qu'à ce régime, et le beau temps aidant, la mine des hommes s'améliore de jour en jour. Il n'en est pas de même pour Possum, qui maigrit à vue d'œil. Est-ce l'air de la mer ou le régime imposé par Miss West qui en sont la cause? Je ne saurais me prononcer. Le fox terrier, qu'il est impossible d'appeler un squelette ambulant, puisqu'il ne tient pas sur ses pattes et ne peut plus marcher, est, par ordre de la jeune fille, monté par Wada sur la dunette, dans sa caisse, chaque après-midi, et installé à l'abri du vent et du soleil. Mais il ne s'en porte pas mieux. Le soir, il dort dans la chambre de Miss West, qui régente complètement le roquet. La jeune fille prodigue également ses soins à tout le personnel de l'arrière. Le steward s'étant ces jours derniers enfoncé sous l'ongle une écharde dont il souffrait beaucoup, ce fut elle qui l'en débarrassa délicatement, à l'aide d'une pince. Comme Wada de son côté éprouvait de violents maux de tête, elle le bourra, avec une ferveur touchante, de comprimés d'aspirine jusqu'à ce qu'il fût guéri. En revanche, sur ce chapitre comme sur les autres, rien de ce qui se passe à l'avant du navire ne l'intéresse. Je me serais volontiers imaginé la jeune fille se rendant, comme une dame de charité, dans la chambre d'acier du rouf central, pour se pencher sur O'Sullivan, attaché sur sa couchette, et prodiguer à Charles Davis lui-même quelques paroles consolatrices. Mais pour elle comme pour son père, tous ces misérables humains, qui composent l'équipage de l'Elseneur, n'existent absolument pas. Ce bateau me produit l'effet d'une plantation de canne à sucre, au temps où florissait l'esclavage. Miss West est la fille hautaine du planteur, qui prend soin des esclaves affectés à son service et à celui de la maison, auxquels elle distribue tisanes salutaires et brochures réconfortantes. Le reste du troupeau, qui trime hors de sa vue, n'existe pas pour elle. Un soir sur 2, c'est-à-dire quand il n'est pas de quart, M. Pike nous gratifie d'un concert. Le dîner terminé, il s'agite sur sa chaise et ses yeux disent clairement le désir qu'il éprouve d'aller chercher son phonographe. Mais il attend d'en être prié, et que le capitaine West ou sa fille, ou moi-même, nous lui demandions de nous faire la faveur d'un peu de musique. Alors sa figure dure s'éclaire à travers ses traits ravagés, et c'est d'un air comiquement sérieux qu'il nous déclare, d'un ton mi-bourru, qu'il sera heureux de nous être agréable. Il apporte et installe le phonographe, quand aucun roulis malséant ne vient plus en troubler le fonctionnement, et de ses mains de gorille, caressant les disques chéris, il met en marche la divine harmonie, qu'il écoute d'un air extasié. Après 3 semaines, je n'ai pu réussir à m'acclimater encore à l'existence contradictoire que je mène sur l'Elseneur. Tout y est contraste, depuis le samouraï, en apparence indifférent, qui nous commande et dont la voix ne se fait entendre que dans le tumulte et le grondement de la tempête, jusqu'au bandit qui gouverne le poste d'avant et débauche le second lieutenant. Sans compter O'Sullivan, toujours marmottant dans sa cellule d'acier, et au-dessus de lui, Charles Davis et son épissoir acéré. Je pense aussi à Christian Jespersen, expédié quelque part dans l'immense océan, un sac de charbon au pied. Toutes ces choses, si nouvelles pour moi, et dont jusqu'à cette heure je ne soupçonnais même pas l'existence, me semblent irréelles. Je suis, à bord de ce bateau, où personnellement je ne manque de rien, l'âme la plus désorientée qui s'y trouve. Chapitre 14. Encore un matin radieux qui s'est levé. Comme de coutume, sitôt habillé, je gagnai la dunette, et chose inouïe, je ne trouvai personne au gouvernail. L'immense Elseneur glissait seul sur les flots, poussé par le souffle régulier de l'Alizé. Et je le répète, personne à la barre pour diriger le bateau. C'était déconcertant. Je redescendis sur le pont, où vers l'avant, je rencontrai M. Pike qui était de quart.
Il était en train de donner paisiblement des ordres au voilier. N'osant pas me risquer à l'interpeller le premier, j'attendis qu'il lève les yeux vers moi, ce qu'il fit bientôt en me disant bonjour. « Bonjour, monsieur Pike, répondis-je. Pourriez-vous me dire, je m'excuse de ma question, qui est en ce moment à la barre ? C'est ce fou de Tony. Alors chacun son tour. C'est à moi de vous parier un mois de gage contre une livre de tabac, que Tony n'est pas au gouvernail. Le second m'observa attentivement, le regard alerté soudain. Si Tony n'y est pas, qui le remplace ? Personne. Tel un diable qui surgit d'une boîte, M. Pike, malgré son âge et sa carrure massive, bondit en l'air et courut, ou plutôt fonça vers l'arrière du navire à une vitesse que personne n'aurait pu égaler. Il escalada, 3 marches à la fois, l'échelle de la dunette et ne trouva comme moi personne à la barre. Il se mit aussitôt à rugir des ordres à l'adresse de la bordée de service. Je vis les hommes tirer vivement sur une partie des cordages et en relâcher d'autres. Je compris sans peine, car je commençais à m'habituer aux sens divers de la manœuvre, que le second faisait virer de bord le bateau. M. Meller et le charpentier, qui avaient abandonné leur petit déjeuner et s'essuyaient encore la bouche, émergèrent de l'escalier des cabines. Le charpentier prit la barre, et le deuxième lieutenant se porta vers l'avant de l'Elseneur pour surveiller et activer la manœuvre, tandis que M. Pike observait la mer avec sa jumelle. Il ne doutait pas, évidemment, que le grec n'eût fait un nouveau plongeon, et quand il s'aperçut que l'échelle de la cambuse manquait, il en eut la certitude. « Ce fou a pris l'échelle avec lui !» cria-t-il. « Il n'a aucune intention de se noyer. » L'Elseneur achevait son évolution lorsque le capitaine West sortit à son tour de la chambre des cartes. Il me salua courtoisement, salua M. Pike avec le cérémonial coutumier, et demanda. « Qu'y a-t-il, monsieur Pike ? » « Un homme à la mer ? » ?»« Oui, capitaine, et il a pris avec lui l'échelle de la cambuse. »« Qui est-ce ? » ?»« Le grec. Au départ de Baltimore, il avait déjà sauté par-dessus bord. »« Ah !» L'événement ne paraissait pas, évidemment, troubler outre mesure le samouraï, qui alluma un cigare et continua nonchalamment sa promenade sur la dunette. Il était cependant visible que rien ne lui échappait. M. Pike envoya des vigies sur les vergues pendant que Miss West, qui m'avait rejoint, fouillait l'océan de son regard gris. Je lui racontai le peu que je savais. Elle ne parut, à son habitude, nullement émue et me déclara que je pouvais me rassurer. Le grec allait être repêché. Se jeter à l'eau était chez lui une simple manie. Ça arrive assez souvent. J'ai vu certains de ces émules prendre la précaution de se munir d'une bouée, ou ne piquer leur plongeon que si un autre bateau était à proximité. Dans son cas, l'échelle joue ici le rôle de la bouée. Et Miss West me quitta pour aller, dit-elle, soigner Possum. Andy Fay prit la barre pour permettre au charpentier de terminer son petit déjeuner interrompu. Le capitaine West continuait à aller et venir, en fumant son cigare. Quant à M. Pike, il avait surtout l'air vexé, car il était obligé de perdre son temps à faire route arrière pour l'imbécilité d'un fou. Tout le monde, en somme, j'étais forcé de le reconnaître, accomplissait son devoir pour repêcher l'homme disparu, mais avec ennui et sans aucun élan d'humanité. M. Meller me confia que le grec, quand sa lubie ne le prenait pas, était un bon marin. Tout fou qu'il était, il rendait de réels services, et étant donné la qualité de l'équipage dont nous étions affligés, sa perte éventuelle serait, somme toute, des plus regrettables. Au bout d'une heure, l'Elseneur vira de bord de nouveau et reprit ses recherches en sens contraire. Ce fut le badaud maltais qui aperçut l'homme le premier, et de la vergue de Cacatois, où il était perché, lança son signal. M. Pike braqua sa jumelle vers le point indiqué, et Miss West, qui était remontée sur le pont munie également d'une longue vue, l'imita. Le second paraissait très intrigué de ce qu'il voyait. Il en était de même pour Miss West, qui poussa soudain un cri de surprise, puis se mit à rire. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» demandai-je. « L'homme n'est pas dans l'eau, » me répondit Miss West. « Il est, comment dire, debout sur l'eau. »« Très exact, » approuva M. Pike. « Il est debout sur l'échelle. Je me demandais d'abord ce qui se passait, mais pas d'erreur. Ce saligaud qui a peur de se noyer se tient en équilibre sur les barreaux. Heureusement pour lui que la mer est calme. »
Monsieur Meller, pendant que je fais masquer la grande voile, voulez-vous donner l'ordre de mettre à la mer un des canots avec les hommes nécessaires? Et pas n'importe lesquels. Je veux qu'ils sachent manier un aviron. J'irai avec eux. Allez-y aussi, me dit Miss West. Pour vous, ce sera une excellente occasion d'avoir une vue d'ensemble sur l'Elseneur sous toutes ses voiles. Le spectacle en vaut la peine, croyez-moi. J'embarquai donc et m'assis près de M. Pike à l'arrière du canot dont il tenait le gouvernail. La demi-douzaine de matelots qui étaient avec nous souquèrent sur les avirons en direction du faux suicidé qui émergeait de la surface de la mer. C'était une vision fantastique. Le badaud maltais était chef de nage et nous avancions rapidement. Parmi les 5 autres rameurs, je remarquai un Norvégien, nommé Dietmann Hollandsen, que m'avait récemment signalé M. Meller comme étant sujet à des poussées de colère folle, sans qu'on pût jamais prévoir le motif plus ou moins futile qui déclencherait sa fureur. Ce qui me fit souvenir de ces berserks légendaires, de ces Scandinaves qui se réunissaient par bandes d'une douzaine et combattaient, nus, pris d'une sorte de démence furieuse, tels des possédés. Pour l'instant, Dietmann Hollandsen, courbé en mesure sur son aviron, semblait, avec ses grands yeux ronds et pâles, l'homme le plus placide qui eût jamais existé. Lorsque le Grec vit que nous approchions de lui, il se mit à pousser des cris menaçants, tout en brandissant un couteau de gabier. Sous le poids de son corps, l'échelle s'enfonçait légèrement, de sorte qu'il avait de l'eau jusqu'aux genoux. Et sur ce support invisible, il se tortillait comme un damné, avec force gesticulation. Sa figure grimaçante ressemblait à celle d'un singe, beaucoup plus qu'à un visage humain. À la vue de ce couteau redoutable dont brillait la lame aiguë, je me demandais avec quelque inquiétude comment s'opérerait le sauvetage. Mais j'aurais dû sur son point m'en rapporter à M. Pike. Le second empoigna la barre d'appui qui se trouvait au fond de la chaloupe, sous les pieds d'une des paires de rameurs. Puis, quand il fut à portée du Grec, il esquiva les trajectoires du couteau, et choisissant un moment propice où la houle élevait l'arrière du canot, il abattit la lourde pièce de bois sur la tête de Tony. Le couteau tomba à la mer. Le fou perdit connaissance sous le coup formidable qui lui était asséné, et s'affaissa vers l'eau. M. Pike le saisit au vol, et sans effort apparent, le jeta à mes pieds dans la chaloupe. Une minute après, les matelots se courbaient de nouveau sur leurs avirons, et M. Pike gouvernait vers l'Elseneur. De minces filets de sang perlaient des cheveux mouillés du Grec, collés sur la peau de son crâne, et je ne pouvais détourner mes regards du paquet de chair inconsciente qui dégouttait d'eau de mer. L'instant d'avant, c'était encore un être humain qui défiait l'univers. Un coup bref sur la tête, et l'immobilité de la mort avait suivi. Mort apparente, puisque le cœur continuait de battre. Où cette âme s'était-elle, momentanément, envolée? Quand et d'où reviendrait-elle animer ce corps? Mystère insondable que nul psychologue n'a encore percé. Lorsque je relevai les yeux, je vis devant moi, comme par enchantement, le spectacle incomparable de l'Elseneur se dressant dans le ciel, dans toute sa splendeur. Sur la coque svelte et blanche du navire, à peine alourdie, semblait-il, par les 5000 tonnes de charbon qu'il portait dans ses flancs, s'élevait dans l'azur un Himalaya de mâts et de toiles dont l'importance semblait une absurdité impossible, une négation des lois les plus élémentaires de l'équilibre. Comment des larves humaines avaient-elles pu réussir à concevoir et à construire cette chose magnifique? Des larves pareilles à la triste créature qui gisait, aux 3/4 assommée, sous mes pieds. Mais Tony avait la vie dure. Des râles sortirent de sa gorge, puis il toussa et gémit. D'où qu'il vînt, il faisait sa rentrée dans ce monde. Je vis M. Pike le regarder aussitôt avec attention. Le Grec, en se réveillant, allait-il faire encore des siennes, et un nouveau coup de barre d'appui serait-il nécessaire pour le calmer? Mais Tony se contenta de rouvrir ses yeux noirs et de m'observer, pendant quelques instants, d'un air hébété. Puis il les referma, sans plus. « Qu'allez-vous faire de lui » demandai-je au second. « Le remettre au travail le plus tôt possible. C'est ce qui sera le mieux. Il n'a pas de blessure grave et doit remplir l'engagement qu'il a signé. » Quand le canot fut hissé à bord, je constatai que Miss West était redescendue dans sa cabine. Dans la chambre des cartes, le capitaine West était en train de remonter les chronomètres, tandis que M. Meller, qui loge dans le rouf central, était allé prendre 1 ou 2 heures de sommeil avant son quart de midi. Personne ne témoigna la moindre sympathie pour le pauvre Tony.
On le lança sur le plancher du pont, comme une charogne, et il y resta sans aucun soin, en attendant qu'il reprenne connaissance quand il le pourrait. Moi-même, je commençais décidément à me cuirasser contre ces vaines émotions. Et sans être très impressionné par le lamentable spectacle auquel j'avais assisté, je gardais surtout devant les yeux la vision féerique de l'Elseneur, élevant sur les flots sa blanche et vertigineuse pyramide de fer et de toile. Chapitre 15. J'ignorais, jusqu'à ce jour, le charme et la bienfaisance des vents alizés. Nous tenons maintenant l'Alizé du nord-est et les 1000 fils derrière nous, tandis que le loch enregistreur tourne et teinte sur le couronnement de la dunette. Hier, nous avons fait une route approximative de 252 milles. Nous en avions la veille parcouru 240 et le jour précédent 261. Ce vent doux, embaumé et joyeux, se contente d'agir sur nos voiles comme le ferait pour l'homme un vin tonique. Je me délecte à ouvrir mes poumons et tous les pores de ma peau à ces effluves caressants. Il est frais sans être froid, et à toute heure de la nuit, quand tout le monde dort autour de moi dans les cabines, je m'arrache à mes lectures pour gagner la dunette, vêtu du plus léger de mes pyjamas tropicaux. M. Pike, pareillement habillé, y apparaît plus terriblement athlétique que jamais. Quand la mince étoffe se colle à ses formes et dessine presque à nu ses os énormes et ses muscles puissants, il est invraisemblable de penser qu'il est dans sa 69e année. Quel admirable spécimen de virilité! Je ne cesse de m'en étonner. Les journées uniformément réglées, où le tintement des cloches à l'avant et à l'arrière appellent alternativement les hommes à leur travail, défilent comme dans un rêve. Les jours se fondent dans les jours, et pour ma part, si je veux savoir exactement à quelle date nous sommes, force m'est de consulter le calendrier. La nuit dernière, vers 2 heures du matin, alors que j'étais couché et somnolais sur mon livre refermé, je fus réveillé brusquement par un tonnerre d'imprécations qui venait du pont et se déchaînait au-dessus de moi. Je reconnus sans peine la voix de M. Pike. Mais je ne tardai pas à reprendre mon somme, et ce fut seulement quand Wada m'apporta mon petit déjeuner que j'appris ce qui s'était passé. Larry, ce type bizarre au nez épaté, à la face plate et ridée, aux yeux plaintifs de chimpanzé, poussé par un démon malfaisant, avait profité de la nuit pour émettre un propos grossier à l'adresse du second. Mais M. Pike avait néanmoins réussi à identifier le coupable. C'est alors que s'était produite l'explosion dont j'avais perçu les échos. Il avait tout d'abord vertement relevé son subordonné. Au lieu de se taire, Larry avait répliqué et aggravé son insolence. Résultat, sans avoir eu le temps de dire « ouf », il avait vu M. Pike s'abattre sur lui comme un ouragan et s'était retrouvé attaché au râtelier du mât d'Artimon, les fers aux mains. Il est à noter que c'était la première fois que Larry se permettait des propos injurieux à l'égard du second, alors que Kid Twist, Bert Rhine et Nosey Murphy en avaient impunément proféré 10 fois plus. Il serait absurde de penser que M. Pike, qui ignore la peur, avait une crainte quelconque de ces 3 forbans, mais pour éviter des histoires inutiles, il feignait de ne rien entendre. En revanche, il avait décidé que Larry paierait pour les 3 autres, et leur serait un exemple salutaire. Larry ne put supporter son supplice au-delà d'1 heure. Au bout de ce laps de temps, cette brute épaisse se mit à beugler vers la dunette en défiant M. Pike. Il voulait être délié le plus tôt possible, en vue d'un combat loyal, où tous deux pourraient mesurer leurs forces à égalité. Comme si, dans cette explication avec le redoutable vieillard, Larry avait eu la moindre chance de gagner. M. Pike ne se le fit pas dire 2 fois. Il bondit sur le pont avec la clé des fers qu'il ouvrit, et Larry, me raconta Wada, reçut une effroyable peignée. Il fallut le porter sur sa couchette pour le restant de la journée, avec 2 incisives cassées et sur tout le corps nombre d'ecchymoses. Quant à M. Pike, il s'en tira, comme de coutume, avec quelques écorchures aux phalanges. Pendant que se déroulent ces menus événements du bord dont je m'amuse, je me laisse vivre. J'ai complètement perdu la notion du temps, et aussi celle du monde que j'ai quitté. Je songe par moments que depuis des semaines je n'ai reçu ni lettres ni journaux, ni le moindre télégramme ou coup de téléphone, que je n'ai pas mis les pieds dans aucun théâtre, lu aucun journal, que pas une visite ne s'est présentée. Toutes ces choses se sont évanouies. Rien n'existe plus pour moi que l'Elseneur et les gens qu'il porte.
l'Elseneur, devenu le centre d'un cercle liquide qui déplace sans trêve sa ligne d'horizon autour de lui. Je me remémore souvent le sort du capitaine Scott, mort de froid dans son expédition au pôle Sud, et qui, 10 mois après son décès, était encore considéré comme vivant. Tout n'est qu'imagination ici-bas. On me croit vivant, et je pense que ceux que j'ai laissés derrière moi, sur le continent, le sont toujours aussi. Ni eux ni moi ne possédons, en fait, aucune preuve de cette croyance. Mais je garde pour moi seul mes réflexions. Si j'entreprenais Miss West sur ce chapitre, si j'en appelais à Schopenhauer et aux autres notables philosophes, elle me prierait à coup sûr de ne pas parler métaphysique. Sur la dunette, aujourd'hui, alors que nous étions allongés tous deux sur une chaise de pont, j'ai lu à Miss West Les filles d'Hérodias d'Arthur Symons. L'effet produit a été superbe. C'était celui que j'attendais. Miss West, qui n'est jamais inactive, ourlait un mouchoir de fine dentelle blanche. Elle doit en fabriquer toute une pile, destinée à son père. Elle est en tout une faiseuse de nid, une fée bienfaisante, productrice de vie douce et de bien-être. C'est dans sa nature. Elle sourit, comment dirais-je, d'une sorte de sourire intérieur, et malgré tout triomphant, un sourire sûr de lui. Dans ses yeux gris, allongés et chaleureux, on devinait l'expérience de toutes les générations de femmes qui l'avaient précédée sur cette terre. Elle sourit, quand je lus. Avec un sourire innocent, regardez-les toujours dansant. Une seule pensée est en elle, nous sommes belles. L'homme est créé pour nous aimer. Ne cherchez pas à les comprendre, elles ne sauraient vous entendre, et tresseront jusqu'à la fin des temps, autour de nos cœurs, leurs pas lents. C'est parfaitement normal, commenta Miss West. Oui, Simons connaissait merveilleusement les femmes. Miss West venait de m'en donner la preuve. Je continuai, et en vins à ce magnifique passage. Qu'hormis elle sur l'herbe blonde, rien de désirable existe en ce monde. Cela n'est pas à concevoir, l'œil de l'homme n'est qu'un miroir. Une prunelle grande ouverte, où leur grâce se reflète. Que chercher, disent-elles, au-delà de nous, quand nous vous tendons nos bras doux? Sommes-nous pas le but suprême? Que scrutez-vous dans le soir blême, d'inabordable et de lointain? Nous sommes là, le reste est vain. Laissez à la nuit ses désastres, nous n'y regardons que les astres. C'est très juste, approuva Miss West, alors que je cessai de lire afin de lui permettre d'extérioriser sa pensée. Nous aussi, monsieur Bathurst, nous avons souvent regardé les étoiles ensemble. Décidément, je ne m'étais pas trompée. Elle était femme et s'en rendait compte. Je repris. Attendez un peu. Passons à la conclusion. Seuls, parmi les choses belles, nous sommes réels. Laissez vos rêves incertains. Quand vous mettrez vos mains dans nos mains, tout ce qui n'était pour vous que mirage, vous le fondrez à notre image. Ces vers sont admirables, murmura Miss West, et dans ses yeux montait l'inconscient orgueil de la puissance secrète qui se révélait en elle. Je m'écriai, plein d'enthousiasme. Alors, si c'est votre avis? Mais je m'arrêtai aussitôt. Le temps, pour nous, n'était pas encore venu de pénétrer plus profondément la nuit, d'y scruter les désastres qui, derrière les étoiles, nous attendaient peut-être. Miss West avait replié son ouvrage et s'était levée. « Je suis fière d'être une fille d'Hérodias, me dit-elle. Sur ces mots, elle se retira en me tendant la main, alors que ses immenses yeux gris s'illuminaient d'un nouveau et mystérieux sourire. Chapitre 16. Je n'arrête pas de lire, avec ce temps superbe. Je prends peu d'exercice, et par suite, peu de sommeil me suffit. Comme je ne suis pas dérangée par aucun importun, je lis jusqu'à l'abrutissement. À quiconque est en retard dans ses lectures, je recommande un voyage en mer, aussi important que celui que j'ai entrepris. Je rattrape des années d'arriérés. C'est une orgie, une débauche, et je suis persuadée qu'à me voir sans arrêt le nez entre deux feuillets, tout cet équipage aux cervelles creuses me considère comme l'animal le plus bizarre qu'il lui ait jamais été donné de contempler. Comme d'autre part je ne tiens pas à me ramollir complètement, dès que nous atteindrons la région des grands calmes qui règnent entre les alizés du nord-est et ceux du sud-est, j'userai d'une diversion. Wada me montera ma petite carabine, et je m'amuserai à tirer.
Tirer était ma joie, quand je n'étais encore qu'un tout jeune garçon. Je possédais alors, je m'en souviens, un fusil à air comprimé, avec lequel il m'arrivait parfois de massacrer un rouge-gorge. Un peu plus tard, je traînais avec moi dans la montagne un fusil de chasse appartenant à mon père, mais j'étais, ou peu s'en faut, incapable de m'en servir. Les fauteuils de pont sont installés sur la dunette, à l'ombre des toiles qui y sont tendues à cet effet. L'espace disponible, qui varie avec l'inclinaison du soleil, le matin et l'après-midi, est relativement mesuré. Aussi, le fauteuil de Miss West est-il souvent côte à côte avec le mien. Un troisième fauteuil est réservé au capitaine West, mais il vient rarement s'y allonger. D'ailleurs, il monte peu souvent sur la dunette où il n'a pratiquement rien à faire en dehors de ses relevés astronomiques utiles à la direction du navire et qu'il effectue avec célérité, ainsi que les calculs adéquats. Le reste du temps, il se tient de préférence dans le grand salon. Il ne lit pas, et au fil des heures, il se contente de rêver, les yeux ouverts, dans le courant d'air qui s'établit entre les hublots et la porte de l'escalier, par les mouvements de la grande voile arrière et des focs d'artimon. Miss West, au contraire, n'est jamais inoccupée. Tantôt elle procède à son propre blanchissage ou à celui de son père. Tantôt elle coud. Aiguille à la main, elle exécute près de moi, sur une chaise de pont, broderie et ouvrages de fantaisie. Pour les plus gros travaux, une machine à coudre est installée dans le grand salon. Miss West déclare qu'elle adore la mer et son ambiance. Elle n'en a pas moins apporté tout ce qu'elle a pu de son home terrestre, notamment le fameux service à thé en porcelaine de Chine. Elle est également une excellente cuisinière. Elle surveille Louis et le steward dans la confection des plats les plus raffinés qu'ils exécutent. Et le plus souvent, elle réussit à les améliorer encore. Miss West a navigué jusqu'en Extrême-Orient, d'où elle a rapporté des tas de recettes étonnantes, des secrets inouïs de plats parfumés qui font notre régal. Pour la cuisson ordinaire du riz, Louis est passé maître. Mais dès qu'il s'agit d'un curry, il n'est plus, comparé à Miss West, qu'un vulgaire amateur. Quant à moi, est-ce l'air salin qui opère ou l'influence du génie culinaire de Miss West ? J'ai un superbe appétit. Je dévore tout ce qui m'est servi. Chaque jour, la personnalité de Miss West se dessine plus nettement à mes yeux. Elle n'est plus, avec sa maturité précoce, ce qu'on peut appeler une jeune fille. Et pourtant, ce n'est pas encore une jeune femme. Elle a 13 ans quand s'égrène son rire joyeux. Elle en paraît 30 dès qu'elle devient sérieuse. Généreuse, naturelle et sensible, elle est surtout, avec sa surprenante vitalité physique et morale, une vraie fille d'Hérodias. Elle soigne jalousement sa coiffure et n'apparaît jamais dépeignée. Pas un cheveu qui dépasse. En revanche, son cou est toujours nu. J'ignore si elle possède des cols montants, mais jamais je ne lui en ai vu porter. Tous ses corsages, largement échancrés, sont ouverts sur sa gorge dont je me surprends souvent à admirer la peau satinée, la ferme rotondité et vers l'épaule les attaches fines. La visite du poulailler est devenue une des activités régulières de la vie du bord. Une fois par jour au moins, Miss West et moi, accompagnés du steward et de Possum maintenant en pleine convalescence, nous nous rendons sur la passerelle d'acier. Le steward fait son rapport sur le nombre d'œufs recueillis et sur la capacité de ponte des diverses poules. Pour l'instant, nos 4 douzaines fournissent quotidiennement 2 douzaines d'œufs, ce qui constitue un record dont Miss West n'est pas peu fière. Elle a donné un nom à la plupart de ses bêtes. Le coq, tout naturellement, s'appelle Pierre. Une poule mouchetée est Delly Warden. Une autre, svelte, le plumage bien lissé et qui suit Pierre comme son ombre, est Cléopâtre. Une troisième, à la voix d'or, si tant est qu'une poule puisse avoir une voix d'or, se nomme Sarah Bernhardt. Quand une des poules cesse de pondre, elle est sacrifiée, comme je l'ai dit, par ordre de Miss West. Le fait se produit une fois par semaine environ. Mais à table, la jeune fille ne touche pas au plat. Elle se rabattra, ce jour-là, sur un curry à base de homard, de crevettes ou de poulet de conserve. Si j'avais été, comme beaucoup d'autres, un homme content de moi, j'aurais pu supposer que ma présence insolite sur l'Elseneur avait piqué la curiosité de Miss West et l'avait incitée à entreprendre, elle aussi, ce long voyage. Je me serais, en ce cas, grossièrement trompée. Si Miss West a embarqué sur le voilier, c'est pour veiller sur son père dont la santé l'inquiète. Quelque chose ne va pas chez le capitaine West.
À plusieurs reprises, alors qu'elle observait attentivement son père, j'ai surpris, dans les yeux de la jeune fille, un trouble bizarre, et plus qu'un trouble, une grande anxiété. Hier, à déjeuner, j'étais en train de raconter une histoire gaie, quand je portai mon regard sur Miss West et remarquai qu'elle n'écoutait pas. Sa fourchette levée s'était arrêtée en cours de route. Au bout d'un instant, elle s'aperçut que je m'étais tue. Avec une admirable maîtrise de soi, sans rien traduire des sentiments intérieurs qui l'agitaient, mais sans cesser toutefois de regarder son père, elle reposa sa fourchette sur son assiette. Mais son air inquiet ne m'avait pas échappé. Et plus encore, j'avais vu le visage du capitaine West, qui était devenu soudain d'une pâleur de cire. Il battait des paupières, et ses lèvres remuaient sans bruit. Puis les paupières se rouvrirent, les lèvres redevinrent immobiles, et le visage reprit peu à peu ses couleurs. On aurait dit que l'âme de capitaine West s'était, l'espace de quelques secondes, absentée de son corps pour y revenir ensuite. Tout le reste de la journée, le capitaine West parut absolument normal. Bien plus, au cours de la soirée, il infligea à M. Pike, à la suite d'une légère défaillance du second, une dure leçon professionnelle. Voici les faits. La nuit était tombée, et sur le pont, la bordée de quart manœuvrait divers cordages. Tout à coup, au mât d'artimon, un craquement se produisit, accompagné d'un bruit de toile déchirée. Au même instant, tous les hommes de la bordée tombèrent à la renverse et culbutèrent sur le pont. Il y eut un court silence, coupé par la voix du capitaine West que j'avais vu, quelques instants auparavant, passer près de moi, les mains dans les poches. « Qu'y a-t-il de cassé, monsieur Pike » demanda-t-il. « Les drilles sont cédées, capitaine, » répondit le second. Un nouveau silence suivit, puis la voix du capitaine West reprit. « Une autre fois, vous ferez attention à filer d'abord vos écoutes. » Monsieur Pike est à coup sûr un marin de premier ordre. Il n'en avait pas moins, dans le cas actuel, commis une faute indéniable. Je connaissais suffisamment son caractère, à la fois simpliste et fier, et son amour-propre, justifié d'ailleurs, pour m'imaginer la sanglante blessure que venait de lui infliger le capitaine West. Il se contint pourtant, et répondit avec déférence, non sans un grondement à peine perceptible dans sa voix. « Oui, capitaine. » Mais je pouvais prédire, sans risquer de me tromper, que les pauvres bougres placés sous ses ordres paieraient largement, durant le reste de la nuit, le contre-coup de cette observation. C'est bien ce qui se produisit, car le lendemain, John Hackey, un voyou de San Francisco, avait un œil au beurre noir, et Guido Bombini, la mâchoire bizarrement enflée. Wada me confirma qu'une grêle de coups avait plu en effet sur le poste d'avant, pendant qu'à l'arrière nous dormions tranquillement dans nos cabines. Aujourd'hui même, M. Pike déambule d'un air sombre et morose, en houspillant les hommes plus rudement que d'habitude. Si Miss West ou moi nous lui adressons la parole, il est à peine poli, ne répond que par monosyllabes, et sa figure, obstinément renfrognée, traduit à merveille son état d'esprit. Miss West rit de la mine de M. Pike. C'est, m'a-t-elle expliqué, l'effet d'un phénomène connu désigné couramment sous le nom de hargne du large. Moi aussi, m'assure-t-elle, il m'est arrivé d'être dans cet état. Je ressemblais tout à fait à M. Pike. Oui, tout à fait, je vous assure. M. Pike en a certainement pour 3 jours au moins à digérer sa hargne. Et le vieux loup de mer, si consciencieux dans son service, souffre, à coup sûr, autant de la faute qu'il a commise que de la réprimande du capitaine West. Chapitre 17. Aujourd'hui, 28e jour du voyage, nous avons passé la ligne de grand matin, et Charles Davis a célébré cet événement en assassinant O'Sullivan. C'est Bonnie, ce mince échalas de la bordée de M. Meller, qui nous fit part de la nouvelle. Nous nous transportâmes sur les lieux, le 2e lieutenant et moi, et nous trouvâmes M. Pike, qui venait également d'arriver. Les souffrances d'O'Sullivan étaient terminées. Son voisin de la couchette supérieure avait, d'un coup d'épissoir, mis fin à la triste existence du fou. Décidément, ce Charles Davis est incompréhensible. Assis tranquillement sur sa couchette, il alluma lentement sa pipe avant de répondre aux questions que lui posait M. Meller. Cet homme n'est pas, à proprement parler, un insensé, et pourtant il a de sang-froid assassiné un être sans défense. « Pourquoi as-tu fait ça, Davis » interrogea M. Meller.
Parce que Charles Davis appliqua sur le fourneau de sa pipe une nouvelle allumette. Parce que ce gars m'empêchait de dormir, lieutenant. À ce moment, il aperçut sur lui l'œil étincelant de M. Pike. Il continua d'un ton plus âpre. « Parfaitement. C'est comme je vous le dis. » Il m'embêtait. J'espère qu'à la prochaine occasion, on choisira un peu mieux mon compagnon de cabine. Sans compter que cette couchette supérieure ne me convient pas. Ça me fait mal d'y monter. Et si vous le permettez, je prendrai la couchette du bas dès que vous aurez enlevé O'Sullivan. « Mais bon Dieu !» grogna M. Pike. « Explique-nous pourquoi tu as fait ça. » Ce type m'embêtait. Je vous l'ai déjà dit. À la longue, j'en ai eu assez. Vous en faites pas. Pour lui, les ennuis, c'est fini. Il est mort, non? Alors c'est parler pour ne rien dire. Je l'ai tué en cas de légitime défense. Vous n'avez pas le droit, moi malade et impotent, de me mettre en compagnie d'un fou furieux. « Quel toupet, Davis !» explosa M. Pike. « Tu n'es pas prêt de toucher ta paix à Seattle. Avant, je t'aurais réglé ton compte pour avoir tué un fou inoffensif amarré dans sa couchette. Tu le suivras par-dessus bord, mon gars. »« Comme vous voudrez, lieutenant. Et dans ce cas, vous serez pendu. » Davis tourna vers moi ses yeux froids. « Et, continua-t-il, je vous citerai comme témoin, M. Pathurst, devant les tribunaux compétents. Vous avez entendu ces menaces. M. Pike sera pendu, aussi sûr que j'irai par-dessus bord. Il a la frousse de passer devant un tribunal. Il a été traduit en justice plus d'une fois déjà, pour brutalité envers les hommes, et même pour meurtre en mer. Un gars pourrait prendre sa retraite et vivre tranquillement jusqu'à la fin de ses jours, rien qu'avec les intérêts des amendes qu'il a été obligé de cracher, ou que ses employeurs ont payé pour lui. « Ferme ta gueule, ou je te mets en bouillie !» rugit Pike en s'élançant vers Davis, le poing levé. Charles Davis se recroquevilla involontairement. Sa chair avait ses faiblesses. Mais il reprit son aplomb, et sous la menace suspendue, il railla. « Vous ne me ferez pas sortir de mes gonds. D'ailleurs, je n'ai pas peur de mourir. Faut tout s'y passer quand notre heure est venue. Il n'y a rien à faire. Cela dit, pour O'Sullivan, il est mort, sans dire ouf. Mais je n'ai aucune intention de crever. J'achèverai le voyage commencé, et en arrivant à Seattle, je poursuivrai les armateurs de ce bateau pour leur faire cracher l'indemnité qui m'est due. Je connais mes droits, et la loi, et j'ai des témoins. » Je ne pouvais m'empêcher d'admirer le cran de ce misérable, tout en éprouvant une sincère sympathie pour M. Pike, aux prises avec un malade qu'il ne pouvait se résoudre à frapper. L'instant vint pourtant où le second, bondissant sur l'homme avec une fureur calculée, l'empoigna entre le cou et les épaules de ses deux mains nouées. Il le secoua pendant une bonne minute avec une force terrible, à croire que Davis allait se disloquer complètement. « Je vous prends à témoin de ces brutalités, monsieur Pathurst !» halota Davis dès que le second l'eut lâché. Il toussa et s'étrangla, se palpa la gorge et se tordit le cou pour indiquer qu'il y avait eu lésion interne. Puis, ce manège vrai ou simulé une fois terminé, il reprit son souffle et murmura avec une satisfaction visible. « Les marques extérieures paraîtront d'ici quelques minutes. » C'en était trop pour M. Pike. Il tourna les talons et quitta la cabine en grognant des blasphèmes incohérents. Lorsque l'instant d'après je sortis à mon tour, Davis s'était mis de nouveau à bourrer sa pipe et déclarait à M. Meller qu'il le citerait lui aussi comme témoin devant le tribunal de Seattle. La conclusion de cette affaire est que nous avons eu notre second service funèbre. M. Pike ronchonna parce qu'il lui fallut, à cet effet, ralentir quelques minutes la marche trop rapide de l'Elseneur. Une ou deux voiles furent abattues, ainsi que plusieurs focs, pendant que le capitaine West lisait la prière coutumière et qu'O'Sullivan glissait dans la mer, avec, à ses pieds, l'inévitable sac de charbon. « J'espère que le sac est solidement fixé et tiendra bon, » me grommela dans l'oreille M. Pike quand le plongeon fut accompli. Et toujours aussi déconcertant, le même contraste se poursuit. Miss West et moi, nous sommes à présent sur la dunette, allongés sur nos fauteuils de pont, servis par d'excellents domestiques, et dégustant notre thé de l'après-midi.
Le thé absorbé, la jeune fille reprend son ouvrage de broderie, et nous devisons tous deux de littérature et d'art, tandis qu'à quelques mètres de nous continue à se dérouler, sur ce petit monde flottant, l'horrible et sordide tragédie de la bassesse morale, de la hideur physique et de la brutalité. Le capitaine West est, de son côté, redescendu dans la pénombre du grand salon où il rêve, impassible et lointain, dans le courant d'air des hublots ouverts et de l'escalier. Sa sérénité est sans bornes, et je l'envie. Car pour lui, tout est réglé. Tout est net ici-bas, comme dans la mort. Il croit fermement en Dieu et à la vie éternelle. Cela lui suffit. Dans ces conditions, quel souci pourrait le troubler? La vie éternelle? Il s'en approche plus peut-être que nous le croyons tous. Je n'arrive pas à chasser de mes yeux la vision que j'ai eue de son visage décoloré, presque transparent, du sang qui semblait se retirer de ses veines, de sa bouche qui se détendait, de ses paupières qui battaient éperdument. Et il m'arrive de me demander quel sera désormais le premier d'entre nous qui filera dans les flots, lesté d'un sac de charbon. Bah, tout ce que vous avez vu ici depuis votre embarquement n'est que de la petite bière, monsieur Bathurst, me déclara joyeusement monsieur Meller, alors qu'au premier quart de nuit, nous faisions ensemble les 100 pas sur la dunette de l'Elseneur. Ne vous frappez pas. Moi qui vous parle, j'en ai vu bien d'autres. Le plus terrible voyage que j'ai jamais fait, c'était sur un steamer transportant 400 Shintok. Des Chinois, si vous préférez. C'étaient des coulis engagés par contrat, qui revenaient d'accomplir leur temps. Le choléra s'est déclaré à bord, tout le monde mourait comme mouche. 300 Chinois sont passés successivement par-dessus bord. Même hécatombe parmi les lascars indiens dont était composé l'équipage. Après, ça a été le tour des 2 maîtres d'équipage, du premier et du troisième lieutenant, du second et du troisième mécanicien, du mécanicien-chef, et finalement, du capitaine en personne. Il ne restait à bord à notre arrivée à destination qu'un chauffeur blanc, le deuxième lieutenant, c'est-à-dire moi, qui avait pris le commandement du bateau, et dans la cale, les 100 derniers Chinois, dont un bon tiers avec l'AMC. Les médecins du service de santé, que j'ai aussitôt fait prévenir, m'ont interdit l'entrée du port et ont refusé de venir eux-mêmes constater les décès. J'ai reçu l'ordre également de jeter à l'eau tous mes morts. Pour une fameuse immersion, monsieur Bathurst, c'en était une. Les corps ont été largués sans linceul et sans charbon, mais sans même un bout de fer au pied. Impossible de faire autrement. J'étais seul pour cette corvée. Les Chinois survivants refusaient d'y prêter la main, ainsi que le chauffeur blanc. J'ai dû descendre en personne dans la cale, pour remonter sur le pont, à l'aide d'une corde et d'un treuil à vapeur, chaque corps l'un après l'autre, et le basculer dans la flotte. À chaque opération, je buvais un coup d'eau de vie. Le travail terminé, j'étais complètement ivre. « Et vous n'avez pas été contaminé ?» demandai-je. « Jamais de la vie. Tenez, voilà le seul pépin qui m'est arrivé. » M. Meller leva sa main gauche. L'index y manquait. Je l'avais souvent remarqué. Le pacha possédait un fox terrier semblable au vôtre, poursuivit-il. Après la mort de son maître, le chien m'a prise en affection. J'étais en train de hisser le dernier mort quand l'animal m'a sauté amicalement le long de la jambe pour me flairer la main. Je me suis retourné pour le caresser, et pendant ce temps, mon autre main s'est trouvée glissée dans l'engrenage du treuil. Quand je l'ai retiré, et rapidement, je vous prie de le croire, le doigt n'y était plus. Bon sang, je me suis dit, quelle déveine! Sortir sain et sauf d'une pareille épreuve et perdre ton index aussi bêtement! La fatalité, monsieur Bathurst. Et sur le moment, qu'avez-vous fait? J'ai relevé ma main, je l'ai regardée et je me suis tapé un nouveau verre d'eau de vie. Depuis, je me suis toujours demandé si ce n'était pas parce que j'étais complètement gavé d'alcool que j'avais échappé à la contagion. À vrai dire, je ne suis pas très sûr de mon opinion. Le pacha et les 2 lieutenants sont morts ivres, ainsi que les 2 mécaniciens. Quant au chef mécanicien, qui était affilié à une société de tempérance, il n'a pas bu une goutte d'alcool. Ça ne l'a pas empêché de clamser comme les autres. La vie de la mer, évidemment, n'est pas celle qu'on mène dans les salons mondains. Ayant quitté M. Meller, je m'assis pour contempler longuement la splendide voilure de l'Elseneur qui enflait et balançait ses grandes courbes obscures sur le ciel resplendissant et constellé d'étoiles. Chapitre 18.
Un incident grave s'est produit, mais sur lequel, à l'avant comme à l'arrière, personne n'est exactement renseigné. Alors que rumeurs et conjectures circulent à bord sous le manteau, seuls les intéressés savent à quoi s'en tenir, et ils ne diront rien. Quant à moi, tout ce que je connais de l'affaire, c'est que M. Pike a reçu un coup terrible sur la tête. Hier, au déjeuner, je suis arrivé le dernier à table, et en passant derrière M. Pike pour gagner mon siège, j'ai constaté qu'il avait une bosse énorme au sommet de son crâne. Je m'assis comme d'ordinaire en face de lui, et dans ses yeux troubles, je discernais une grande souffrance. Le second ne prenait aucune part à la conversation, mangeait comme une mécanique, et avait parfois, en se servant ou en passant un plat, des gestes incohérents. Il était évident que grâce à sa volonté de faire, il faisait un effort surhumain pour paraître normal. Personne n'osa l'interroger, pas même moi, qui pourtant, en ma qualité de simple passager en dehors de la hiérarchie du bord, pouvais, par privilège spécial, parler en ami. Mais devant le redoutable routier de la mer qu'est M. Pike, j'éprouve une timidité mal définie, faite à la fois de crainte et de respect, et qui, dans une pareille circonstance, me cloue le bec. M. Pike semble atteint d'une violente commotion cérébrale. Sa souffrance est certaine. On s'en rend compte par l'expression de ses yeux et la tension de son visage, mais aussi par toute son attitude, quand il croit n'être pas observé. À la nuit tombée, je suis monté sur la dunette comme de coutume pour respirer une bouffée d'air frais et jeter un coup d'œil aux étoiles. J'étais en pantoufles et marchais sans bruit quand je vis devant moi une ombre affaissée sur la lisse, la tête entre les bras. C'était M. Pike, dont je touchais presque l'épaule. Il émettait un gémissement sourd et régulier, une sorte de psalmodie monotone et profonde qui était comme l'écoulement de son angoisse intérieure, morale et physique. À intervalles réguliers, il murmurait « Mon Dieu, mon Dieu ». Il ne proférait que ces 2 mots, les répétait 5 fois de suite, puis recommençait à gémir. Je m'éclipsais silencieusement, comme j'étais venu. Le lendemain, M. Pike a continué à prendre régulièrement ses quarts, et rien n'a cloché dans son service. Miss West, je l'oubliais, a tenté de l'interroger avec une pointe de raillerie. M. Pike s'est contenté de répondre qu'il souffrait d'une dent, et qu'il se l'arracherait si le mal persistait. Wada ne sait rien, ne peut rien dire de précis. L'affaire a eu lieu sans témoin. Il m'a raconté que le cercle des jaunes, réuni dans la chambre du cuisinier, a discuté longuement de l'événement et a conclu à la responsabilité probable des 3 zèbres de l'avant. Burt Rhine, en effet, a une épaule à demi démise. Noisy Murphy boite comme s'il souffrait des hanches, et Kid Twist semble avoir reçu une telle raclée qu'il n'a pas quitté sa couchette depuis 2 jours. Il y aurait donc eu lutte, et M. Pike, vraisemblablement surpris, se serait vaillamment défendu. Sans nul doute, le trio cherche à le tuer. Heureusement que le second a la tête dure. Telles sont les seules données apparentes de ce mystère. Si M. Pike se tait, les 3 forbans, cela va de soi, font comme lui. Au cours de la nuit qui suivit, j'eus une nouvelle preuve que le capitaine West ne se désintéresse pas autant qu'il en a l'air de ce qui se passe à bord de l'Elseneur. Alors que je me promenais sur la passerelle de fer, je m'arrêtai quelques instants près du mât de misaine, auquel je m'appuyais, dissimulé dans son ombre. Sur le pont, j'entendis au-dessous de moi des voix que je reconnus. C'étaient celles de Burt Rhine, de Noisy Murphy et de M. Meller. Il ne s'agissait pas d'une question de service, mais d'une conversation amicale, entrecoupée de rires, qui bourdonnait joyeusement jusqu'à mes oreilles. Je me remémorai aussitôt les propos de Wada concernant l'intimité, contraire à tous les usages qui existaient entre le 2e lieutenant et les bandits de l'avant. Et, tendant l'oreille, je m'efforçai de saisir ce qui se disait. Mais impossible de comprendre distinctement. Une chose frappait pourtant. C'était la bonne humeur et la cordialité de l'entretien. Soudain s'éleva, de la dunette, la voix du capitaine West. Elle était comme toujours, impassible, glaciale. Mais grâce à la parfaite articulation des mots, sa portée était merveilleuse. On aurait dit une vibration métallique par une nuit de gel. Elle produisit un effet électrique sur les 3 hommes qui étaient placés au-dessous de moi.
comme elle m'avait fait tressaillir moi-même, je les sentis se raidir et le sang se glacer dans leurs veines. La voix, cependant, n'avait jeté que 2 mots. « Monsieur Meller !» Il y eut un silence impressionnant de courte durée, et M. Meller répondit. « Oui, capitaine. Venez ici, à l'arrière, » reprit la voix du samouraï. J'entendis sur le pont les pas du 2e lieutenant, qui obéissait. Je le suivis, parallèlement sur la passerelle. Quand il fut arrivé au pied de l'échelle qui montait vers la dunette, il s'arrêta, comme hésitant. « Votre place n'est pas à l'avant, mais ici, monsieur Meller, » scanda encore la voix calme et froide. Pas une autre parole ne fut prononcée. Mais j'aperçus monsieur Meller qui gravissait rapidement l'échelle et d'un air en apparence indifférent, se mettait à arpenter la dunette, du côté qui se trouvait sous le vent, tandis que le capitaine West allait et venait, les mains dans les poches, du côté opposé. Sans me montrer, je retournai directement vers l'avant, et ne redescendis aux cabines qu'une demi-heure après. Une prudence instinctive me conseillait de ne pas ébruiter ma présence fortuite au cours de cet incident. C'eût été inutile, d'ailleurs. Comme, à bord de ce bateau, je suis tout naturellement poussé par le farniente à observer sans cesse autour de moi, j'ai fait une curieuse remarque. 90% des hommes de notre équipage sont bruns. À l'arrière, au contraire, à l'exception de Wada et de ses congénères asiatiques, nous sommes tous plus ou moins blonds. C'est la lecture de l'ouvrage du major Woodruff, Des effets de la lumière tropicale sur les hommes blancs, qui m'a incité à cette réflexion. Selon la thèse de l'auteur, l'homme blanc, descendant des anciens Aryens, est prédestiné à gouverner le reste du monde. En revanche, la seule chose qu'il ait à redouter est l'excès de lumière solaire qui le condamne à périr. À la table d'arrière de l'Elseneur, nous sommes 4 convives, le capitaine West et sa fille, M. Pike et moi-même. Et tous les 4, nous sommes blonds, aux yeux clairs, gris ou bleus. Or, à part 10% à peu près de blancs dégénérés, les esclaves à qui nous commandons, et qui, à l'avant du bateau, peinent pour nous, sont des bruns. Ce sont les hommes bruns, pourtant, qui hériteront un jour la maîtrise de la terre, car le soleil, qui leur a noirci les yeux, le poil et la peau, les a fait physiquement plus robustes que l'Aryen. La thèse que je résume est intéressante et mériterait d'être approfondie. Pour l'instant, c'est l'Aryen qui gouverne à bord de l'Elseneur. L'Aryen qui, jusqu'à cette heure, a marché sur le visage de tous les peuples de couleur et les a contraints à bâtir pour lui l'édifice de sa richesse et de ses jouissances. À l'arrière, le capitaine West, qui nous domine tous, est roi incontesté, sa fille une princesse, et M. Pike, le ministre chargé de l'exécution des ordres du souverain. Grâce à ma fortune personnelle gagnée par mes parents sur des tas d'esclaves qui ont trimé pour eux, j'ai été admis dans le cénacle. À l'arrière de l'Elseneur sont les lits moelleux et la table fine, richement servie. À l'avant sont les couchettes étroites, empilées dans un espace étroit, et l'auge à cochons. Le symbole est complet de la puissance de l'Aryen. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture, le 4e, sur les naufragés de l'Elseneur de Jack London. Je vous dis juste, avant d'attaquer le gros point que j'ai dit que j'ai lu au dernier chapitre, on avait une petite note de bas de page au niveau du chapitre 16. Il y a un moment, Monsieur West qui reprend Monsieur Pike, parce que Monsieur Pike a fait une bêtise, à savoir que il y a les gars qui tiraient sur une corde. Je vous lis ça va être plus simple, je vous lis le passage, et je vais vous dire à quoi ça correspondait ce mot, enfin la note de bas de page. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est la première là, et on était à la page 134. La nuit était déjà tombée, et sur le pont, la bordée de cars manœuvrait divers cordages. Tout à coup, au mât d'Artimon, un craquement se produisit, accompagné d'un bruit de toile déchirée. Au même instant, tous les hommes de la bordée tombèrent à la renverse et culbutèrent sur le pont. Il y eut un court silence, coupé par la voix du capitaine West que j'avais vu, quelques instants auparavant, passer près de moi les mains dans les poches.
Qu'y a-t-il de cassé, monsieur Pike demanda-t-il. Les drisses ont cédé, capitaine, répondit le second. Un nouveau silence suivit, puis la voix du capitaine West reprit. Une autre fois, vous ferez attention à filer d'abord vos écoutes. Donc, c'est pas vos écoutes. Les drisses sont les cordages qui servent à dresser les voiles. Les écoutes sont d'autres cordages attachés aux coins inférieurs des voiles. Je crois que c'est les trucs... En fait, les drisses, ça doit être les cordages qui vont maintenir les voiles sur les mâts. Voilà. Et qui servent à les dresser. Donc, elles sont abattues ou alors elles sont mises tout en haut. Et les écoutes, ça sert à... je sais pas si on dit un mât. Le truc pour naviguer... Ceci est un mât. Et ceci est le truc qu'on bouge pour bouger la voile. Donc, les drisses, ce sont les cordages qui vont permettre d'accrocher la voile au mât et de la dresser. Et l'écoute, c'est celle qu'il y a ici, sur le truc qui bouge. Parce que le mât, il est planté, il ne bouge pas. Enfin, il tourne. Je pense. Non, il tourne peut-être pas, remarquez, je sais plus. Mais ça bouge pour permettre de prendre le vent et diriger le bateau d'un moment, Ça permet de le diriger, je pense, à peu près de la même manière que la quille ou le gouvernail. Donc soit le gouvernail comme ça qui gouverne la quille. La quille, c'est le truc qui est dans l'eau là et qu'on bouge pour savoir dans quel sens diriger. De mémoire d'ailleurs, quand on poussait le gouvernail vers la gauche, donc moi j'ai pas connu ces gouvernails-là, gouvernail, je sais plus, mais quand on poussait vers la gauche, on partait à droite. Il n'y avait pas un truc comme ça? Parce que du coup, le vent, il faisait vlouf. Donc ça, c'était mes cours d'optimiste quand j'étais toute petite. Je devais être en primaire. Donc ça remonte. Ensuite, dans le dernier chapitre que j'ai lu, à savoir le chapitre 18, on parle de l'ouvrage du major Woodruff, donc Wood comme bois et Ruff, R-U-2-F, des effets de la lumière tropicale sur les hommes blancs. On va voir qui c'est ce bonhomme-là. Alors, il y a une version sur Amazon, c'est The Effects of Tropical Light on White Men. C'est un livre qui a été publié de manière d'abord en 1923. Donc, je suis sur un article qui s'appelle Pathologie liée à la chaleur sur WikiWand. Je vous le mettrai en barre d'informations. Il y a une partie, je dirais, dans le troisième quart, qui s'appelle Médecine coloniale. Dans le deuxième paragraphe, ce sujet prend une dimension politique, si la colonisation est possible, être favorable ou pas à une expansion coloniale. D'autres auteurs, notamment allemands, comme Rudolf Virchow, ou américains comme Charles Edward Woodruff, considèrent que l'acclimatation de l'homme blanc aux tropiques est impossible. La chaleur tropicale, voire le rayonnement actinique par ultraviolet, bon, j'ai pas compris, affaiblissent le système nerveux et la circulation en provoquant une neurasthénie tropicale, un état qui finalement aboutit à une incapacité à se reproduire. En France, Paul Barré considère que l'acclimatation de l'homme blanc en milieu africain revient à faire de lui un indigène qui flotte entre la santé et la maladie. Donc Charles Edward Woodruff. C'était a priori un médecin militaire, lieutenant-colonel Charles Edward Woodruff, Medical Corps, United States Army. Apparemment, il a écrit pas mal de choses sur... il y a probablement un autre livre qui s'appelle Expansion of Races. An important book that is a treasure house of anthropological and ethnological facts and medical ethnology. Donc ça, c'est au deuxième livre, Medical Ethnology. The last being published not long before his death. Bon, bref, dans ce chapitre-là, quand on parlait d'Arien, c'est de la même manière que le petit moustachu en colère allemand en parlait. C'est le même terme, la même orthographe. A-R-Y-E-N. Donc une suprématie de la race blanche sur les autres.
Et donc ce livre va parler, à mon avis, du même concept. Ça date de 1914. Je vais pas vous sortir le Autre temps, autre mœurs parce que ça serait, je pense, un petit peu léger par rapport à ce qui a été dit. Je vous dis juste, on a lu 146 pages sur 313, donc on est quasiment à la moitié. Et il reste du chapitre 19 au chapitre 37. Donc, on en a lu 6. On a lu 6 chapitres. Je trouve qu'on est encore dans une espèce d'installation de ce qui va être la mutinerie, parce qu'on parle bien des mutinés de Elseneur. Il y a toujours cette espèce de montée aussi en tension à la fois de l'équipage et de Monsieur Pathurst envers Miss West. On sent que peut-être que le grand air, ça commence à lui faire du bien, et puis que peut-être que ça y est, il commence à avoir plus envie de se rapprocher de la gente féminine, donc notamment de Miss West. Euh, donc pour le moment, tout ce qu'il y a ne fait que confirmer que ça craint. On est dans un truc qui est quand même profondément dur pour tout le monde. Il y a un deuxième mort. Le deuxième mort, c'était... Je crois bien que c'était le gars qui s'était jeté par-dessus bord avec un couteau et qui avait été repêché. Vous vous souvenez, là, au tout début? Il me semble bien que c'est lui qui a été tué. Euh, Il me semble en plus que je trouvais ça... Enfin, j'ai l'impression que c'est un gars qui en fait était pas complètement un manche sur le bateau, et c'est pour ça que il avait, enfin que Monsieur Pike, je crois que c'est Monsieur Pike qui reconnaissait qu'il savait bien travailler, et que en gros c'était dommage que ce marin-là soit complètement fou entre guillemets, donc à savoir qu'il parlait tout seul et qu'il y avait des crises de violence. Et c'est quand même une belle saloperie le mec qui l'a planté, parce que il aurait peut-être pu insister sur le fait que ça me dérange vraiment très fort de vivre avec lui. Mettez-moi ailleurs, parce que sinon je risque de le tuer. Je me souviens plus. Il me semble que c'est un conflit qui couvait depuis pas mal de temps, parce qu'il me semble qu'il avait déjà fait des siennes envers Monsieur Pike, et c'est un peu un moi je connais mes droits et tout ça. Et ça le rend pas très sympathique, ce bonhomme-là. Je vous ferai un petit lien en barre d'informations, je vous mettrai un petit récap des personnages, histoire de me souvenir en fait moi aussi de qui c'est qu'il y a, parce qu'il y en a pas mal. Même si enfin, évidemment, les personnages principaux, ça reste ceux qui sont à l'arrière, comme ils disent. C'est le Capitaine West, Miss West, Monsieur Pathurst, et le Monsieur Pike, Monsieur Meller et éventuellement Wada. Les autres, ils sont beaucoup moins caractérisés, à part peut-être le trio de choc là, qui, le trio de choc de gredins, de gens qui sortent de tôle, ils sont tout le temps présentés sous forme de trio. Et bref, c'est bizarre. J'ai l'impression que là, que j'avais raison dans mon intuition de dire que Monsieur Meller, il va être sans doute parmi les mutinés, parce qu'il a l'air de se rapprocher du trio de gredins. Donc ça craint toujours du boudin. Euh, C'était très bizarre aussi la manière dont Monsieur Meller, il a dit non mais là, il se passe pas grand-chose en gros, il y a que 2 morts. Moi j'ai vécu dans un navire où il y a eu le choléra, j'ai balancé 100 Chinois à la mer dans le port. C'est horrible. C'est vraiment horrible. En même temps, c'est ce qui se faisait, même... j'avais fait des recherches un moment pour une fanfiction. Donc une fanfiction, c'est quand on écrit un livre, enfin, qu'on écrit une histoire dans un univers qui ne nous appartient pas et qu'on ne peut pas... qu'on ne peut pas commercialiser à moins de gommer l'univers d'origine. Enfin, c'est pas mentir et faire semblant qu'on s'est pas inspiré, c'est juste gommer ce qui caractérise cet univers et les personnages afin de pouvoir éventuellement commercialiser. Ce qui se passe notamment
si vous avez un peu suivi sur les réseaux, il y a une fanfiction Harry Potter qui s'appelait Manacled, et le livre commercialisé, qui n'a plus rien à voir avec Harry Potter, s'appelle Alchemized. Et bref, j'avais fait des recherches sur Peaky Blinders, donc ça se passait dans les années 20. Et je voulais que la fille d'un personnage de cette fanfiction ait survécu, alors que c'est une fille qui avait été déportée, c'est bien le terme. Les gens qui auraient dû faire de la tôle dans leur ville, dans leur pays d'origine, pays européen, étaient souvent déportés dans les colonies pour y être réduits en esclavage pendant quelques... Enfin, esclavage, façon de parler. S'ils devaient faire 5 ans de prison en Angleterre, ça valait tout aussi bien le coup de les envoyer en Australie, de les faire bosser gratuitement pendant 5 ans pour un propriétaire terrien, et une fois que leur dette était terminée, ils étaient libres. Sauf que ça dépendait où est-ce qu'ils étaient envoyés. Parce que dans certains pays, ils pouvaient mourir parce qu'il y avait des maladies, parce que les conditions de vie étaient difficiles, les conditions de travail également, et que souvent, en fait, ils arrivaient dans des pays où l'empreinte européenne était peu présente, et où, j'ai pas envie de dire il n'y avait pas la civilisation, parce que c'est hyper colonialiste de le dire, mais en gros, il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas vraiment de loi, et c'était assez facile en fait de se faire buter parce que... excusez-moi, je suis en train de m'affaler sur mon bureau, je suis fatiguée. Euh, c'était... C'était assez facile d'y mourir parce que il n'y avait pas grand-chose autour qui permettait de survivre. Et justement, je reviens aux histoires de Meller, là, avec le navire où il y avait le choléra. Le choléra, je crois que ça se passait avec les moustiques, un truc comme ça. C'est la malaria, le choléra, c'est la même chose, il me semble, paludisme. Il me semble que c'est des mots différents qui ont été... Enfin, des noms différents qui ont été donnés plus ou moins à la même maladie. Et il me semble que ça se filait avec les moustiques, ça. Donc je sais plus exactement, ou peut-être avec les vêtements aussi, le choléra. Si vous vous souvenez du hussard sur le toit. Christian Signol, il me semble. Et bref, le choléra, évidemment, s'il y a un navire où il y a une maladie qui est contenue parce qu'elle est contenue sur ce navire-là, ils vont pas vouloir qu'on débarque les cadavres ou les gens qui vont rester 15 jours en fait sur ce navire, le temps que soit les gens meurent, soit qu'ils arrivent à se dépatouiller avec leurs morts, pour éviter d'aller filer une épidémie à la ville où il y a peut-être 5 ou 10 000 habitants, alors que sur le bateau, il y en a 50 de malades. Ça avait été le cas pendant la guerre de 14-18, des vétérans de l'armée australienne étaient repartis dans un bateau jusqu'en Australie, je ne sais plus dans quel port exactement, peut-être Melbourne, si c'est un port. Et sauf que c'était c'était la grande époque de la grippe espagnole, qui a été létale, mais de manière très importante. Je sais que j'ai une cousine de mon arrière-grand-mère qui est décédée. Mon arrière-grand-mère avait été malade aussi, je crois qu'elle avait 14 ans, un truc comme ça, au début de la Seconde Guerre peut-être. Et elle avait survécu. Et, et bref, j'avais trouvé justement qu'il y avait un article comme ça sur ce bateau-là, avec des vétérans de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui avaient été interdits en fait de débarquer parce qu'il y avait la grippe espagnole existait en Europe, et en gros l'Australie, je sais pas si vous regardez des fois les petits reportages là, sur les douanes australiennes. L'Australie, c'est un continent, mais c'est une île en gros. Et ils ont raison, ils veulent pas de la propagation des maladies qui sont sur les grands continents où il y a plein de monde. Parce qu'eux, ils sont pas nombreux, ils sont un peu dispatchés dans tout le continent. Les aborigènes, ils ont bien bouffé aussi avec les épidémies. Et donc, quelque part, on peut dire que sur un plan
humanitaire. C'est dégueulasse de laisser un bateau avec des gens qui sont malades, qui sont à côté de cadavres et tout ça, alors qu'ils ont juste besoin de se soigner. Mais quelque part, c'est complètement, sur un plan sanitaire, c'est complètement taré d'autoriser ces gens à débarquer et à pouvoir potentiellement contaminer tout le monde qui n'auront pas les anticorps pour lutter contre cette maladie. Et tiens, autre anecdote, je crois, j'habite moi à côté de Nantes. Si vous voulez, il y a la Loire qui traverse Nantes et l'île de Nantes, dans le temps, avant que des canaux soient comblés, c'était des canaux naturels, c'était plein de petites îles. Et il y avait notamment l'île de la Peste. Il me semble qu'elle s'appelait comme ça. Et du coup, j'avais demandé, parce que j'avais visité un truc comme sur l'île de Nantes, j'avais demandé c'est quoi en fait l'île de la Peste? Eh bien, l'île de la Peste, c'était là où on mettait les gens qui venaient de bateaux, parce qu'il y avait un port à Nantes dans le temps. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Le port est à Saint-Nazaire, il y a quasiment plus d'activité. Enfin, il n'y a plus de gros bateaux qui vont jusqu'à Nantes. Enfin, quand je dis gros bateau, c'est paquebot et tout ça, hein, les trucs qui viennent de très loin. Et, et bref, dans le temps, ça devait être il y a peut-être 300-400 ans, l'île de la Peste, il y avait une petite cabane dessus, et on y mettait les gens qui étaient malades et qui venaient de bateaux. Parce que, bah, pareil, on n'a pas envie qu'il y ait 3 Pékins sur un bateau qui sont malades, qui vont aller contaminer tout le monde parce que bah, c'est la merde sinon. Et l'anecdote est complètement folle en fait. L'anecdote de Monsieur Meller, elle est super dure. Parce que le mec, en fait, toute la journée, il a remonté des cadavres qu'il a balancés à la mer. Parce que bah, fallait pas les débarquer. Et parce que c'était sans doute un des seuls qui tenait encore à peu près sur ses cannes, parce que tous les gens, ils avaient été malades et ils tenaient à peine sur leurs jambes. Donc, il y a de quoi rendre un petit peu... hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je trouve qu'on est toujours dans une espèce de montée en tension. On est quasiment à la moitié du livre. Je dis pas qu'il s'est rien passé, parce qu'il y a eu il y a eu des échauffourées. On voit que Monsieur Pike, il a assis son autorité à coups de poing. On a eu un autre mort. On a le chien qui va pas bien. Miss West, elle a l'air de bien gérer ses poules et tout ça. Euh, J'ai l'impression que Monsieur Pathurst, comme passager, il est un peu dans une espèce de bulle, qui se rend compte de certaines choses, mais pas tant que ça. Et je le trouvais plus anxieux lors du dernier vlog lecture, donc pas celui-là, celui d'avant. Là, c'est moins le cas. Là, je trouve qu'il recommence un peu à... Il y a... Elle est bien, Miss West, quand même. Et j'ai l'impression que quand ça va vraiment partir en vrille, ça va leur péter à la tronche et que Pathurst, il s'y attend pas du tout. Et je pense que c'est quelqu'un qui était quand même plutôt de la haute et qui a pas fréquenté des gens qui n'ont pas ces valeurs-là, enfin, qui n'ont pas ces valeurs et qui peuvent être violents. Donc je pense que ça va virer de manière assez violente. On a toujours une présence du racisme qui est importante. Moi, le truc sur les Ariens, là, ça m'a un peu... J'ai l'impression en plus qu'il y a eu plusieurs versions du livre et que moi j'ai une version qui est un peu expurgée peut-être. Je dis pas qu'ils ont coupé du London parce que c'était pas très... J'ai l'impression d'avoir des scènes coupées. Je vous montre. Vous voyez là, entre cette petite partie-là et la partie suivante, et encore ici, je sais pas si vous voyez, mais tout du long, j'ai des petits points qui font séparation. Et c'est comme, on pourrait en fait voir, vous voyez, des fois, il y a des séparations entre des parties de chapitres où on a des petites astérisques qui se promènent ou un petit dessin, des trucs comme ça. C'est un petit peu ça, mais en moins bien. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, il me semble bien que j'avais vu qu'il y avait deux versions de ce livre-là. Donc une version un peu plus longue et une version courte que moi j'ai. Et dans cette version courte d'ailleurs, il y a des fautes. Il y avait
je crois que j'ai eu un suivre comme son nombre, un nombre, 1, 2, 3. Alors que c'est suivre comme son ombre, mais avec la liaison, quoi, son nombre. Donc ça m'a fait un peu rire, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des petits cafouillages au niveau de la traduction. Ce qui n'est pas gravissime. Mais je trouve que c'est une lecture qui est toujours sympa. Et là, vous voyez, je trouvais que sur les premiers chapitres, ça montait. Sur les 3 premiers vlogs lecture, j'ai le souvenir que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte en tension. Et là, ça recommence à redescendre. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ça va remonter encore plus haut en tension plus tard. Et ça va redescendre, etc. Pardon, j'ai tapé mon micro. Donc, à voir. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? On a des indications, nouvelles indications aussi. C'est l'inquiétude de Miss West sur la santé de son père, le capitaine. Et on a Pat Hearst qui a vu que, de temps en temps, il a l'air de faire des malaises quand même, le capitaine. Il devient très blanc, il a les lèvres bleues, il a l'air absent. On ne sait pas. Je sais pas. Donc voilà. Quels sont vos pronostics pour la suite? Qui c'est qui va se faire buter? Qui c'est qui va décéder? Qui c'est qui va arriver? Faudrait que je vois sur une carte un petit peu de où ils partent et jusqu'où ils vont. J'oublie où ils vont, hein. Mais faudrait que je vois. Bref, je vais m'arrêter là parce que je parle depuis bien trop longtemps. Et puis à mercredi prochain pour une vidéo sur je ne sais pas quoi. À samedi suivant pour le Horla, ou peut-être que je ferai une pause pour le Horla parce que j'ai lancé en fait un 3e livre, un 3e roman Shirley de Charlotte Brontë qui sera diffusé après les mutinées de l'Elseneur. Mais du coup, à un moment, je vais juste pas réussir à gérer au niveau de tout le montage et tous les enregistrements. Donc je pense que le Horla, Maupassant, on va faire une petite pause avant de pouvoir les diffuser. Donc c'est peut-être possible que qu'il y ait une petite pause après Maupassant. Mais je vous mettrai un petit mot dans l'onglet communauté de la chaîne. Je m'arrête là. Passez un très bon dimanche. À tout bientôt. Écrivez bien, lisez bien. Écrivez tout grand comme d'habitude. Salut!